les profs. Prenons quelques minutes pour comprendre le fonctionnement des modèles de langage. Les LLM, Large Language Model, sont construits avec du machine learning, donc de l'apprentissage machine, et en particulier une technique d'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé, ça se passe toujours en 3 étapes. Une première étape de récolte des données. Alors ici, on va récupérer plein de textes. Tous les articles Wikipédia, des échanges sur des forums, des contenus de sites universitaires, des livres, etc. On va prendre tous ces textes et on va fabriquer avec tous ces textes une table de correspondance avec des débuts de phrases et des mots qui les complètent. Par exemple, il était une, et en sortie on attend fois. On ne voit bien, aux vieillesses, ennemis, etc. Donc on fabrique ça à partir des textes qu'on a collectés. Et ce qu'on va essayer de fabriquer, en fait, c'est simplement une fonction qui, à une case de départ, me renvoie à la case d'arrivée. Donc par exemple, si je donne il était une à ma fonction, j'aimerais qu'elle me sorte fois. Alors la fonction, c'est un réseau de neurones, ça s'appelle un réseau de neurones, mais vous pouvez imaginer simplement que c'est une grosse fonction avec plein de paramètres pour faire des calculs. On va donc, maintenant qu'on a construit nos données, les utiliser pour entraîner notre réseau de neurones. C'est-à-dire qu'au départ, notre fonction, évidemment, elle fait n'importe quoi. C'est le principe de l'apprentissage, c'est qu'on ne l'a pas codé. Donc on part d'une fonction qui fait n'importe quoi, et par exemple on lui dit il était une, et elle nous sort chat. Alors on va dire non, chat ça va pas. On sait que ça va pas, puisque on a notre tableau de correspondance, tu aurais dû trouver fois. Alors, hop, on va lui dire corrige-toi, donc elle va corriger ses paramètres pour que la prochaine fois ça ressemble plus à fois. Et à force comme ça d'entraînement, elle devrait nous trouver la bonne sortie. Alors on voit que c'est un peu incohérent, parce qu'il était une, parfois elle devrait trouver fois, parfois elle devrait trouver une fermière, donc ça joue peut-être pas comme ça exactement, et effectivement c'est pas exactement ça que notre machine va sortir. Ce qu'elle va nous sortir, c'est un tableau avec des probabilités. Donc fois, dans 60% des cas, ça lui paraît une bonne sortie, ou fermière dans 20% des cas, ou histoire dans 10% des cas, etc. Ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on n'a pas écrit un algorithme qui calcule la sortie statistiquement qu'on devrait obtenir. Il n'a pas calculé que à la suite de il était une, dans 60% des cas, il y a fois, dans 20% des cas, il y a fermière, etc. C'est pas ça qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est vraiment, il part d'une fonction, et il laisse la fonction s'auto-ajuster pour que ça colle le mieux possible avec des données d'entraînement. Et ça, c'est hyper important, parce que ça nous permet de passer à la 3e étape de l'utilisation, c'est l'utilisation d'une machine fabriquée par apprentissage supervisé. Donc on a notre fonction, elle a été entraînée, on n'y touche plus. Et là, il se passe quelque chose d'assez magique, d'assez incroyable, c'est que si maintenant je lui donne une nouvelle phrase, Lula avait froid, c'était, donc elle n'a jamais vu cette phrase dans ses données d'entraînement, si elle faisait une statistique pour se demander qu'est-ce qu'il y aurait statistiquement après Lula avait froid, c'était, elle serait incapable de dire, parce qu'il n'y a rien, elle n'a jamais vu cette phrase. Mais en utilisant cette fonction qui a juste été fabriquée pour bien marcher sur les données d'entraînement, mais avec cette nouvelle donnée, elle va être capable de sortir quelque chose qui a un sens et qui est cohérent. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'un peu extraordinaire qui se passe dans cet apprentissage supervisé, c'est qu'on travaille sur des données d'entraînement et ça marche avec des nouvelles données. Alors évidemment, ça marche d'autant mieux qu'on a beaucoup de paramètres et qu'on a eu beaucoup de données d'entraînement. Si vous faites ce travail avec une fonction avec peu de paramètres et avec peu de données d'entraînement, quand vous donnerez une nouvelle donnée, ça marchera pas, ça donnera un résultat probablement pas pertinent. Mais si vous avez suffisamment de données d'entraînement et suffisamment de paramètres, on a donc ce côté un peu magique qu'avec une nouvelle donnée, ça va nous sortir quelque chose de pertinent. Je vous propose déjà de faire une petite pause ici pour regarder ça un peu en action. Je suis sur le playground de OpenAI, qui permet de voir un certain nombre de choses sur comment ChatGPT, enfin pas ChatGPT justement, le modèle de langage qui est derrière, donc GPT 3.5 par exemple ici, complète les phrases. Donc si par exemple j'écris « il était une », et je lui dis, je soumets, je vais pouvoir voir que il pense que, enfin le modèle prédit qu'il faudrait mettre fois dans 59,32% des cas, parfois d'autres choses, vous voyez que c'est pas très clair, c'est d'autres choses, puis une fois qu'on a mis il était une fois, il propose 1 avec 21,70% des cas, etc. On peut rester avec notre Lula avait froid, c'était, Lula avait froid, c'était, et donc il nous propose, Lula avait froid, c'était l'hiver. Alors,
elle avait froid parce que, et puis vous remarquez des choses, je voudrais vous faire remarquer quelque chose, c'est que, par exemple, elle avait, et ensuite il propose, elle avait F. Vous voyez que ce ne sont pas toujours des mots qui sont proposés. Par exemple, le M de manteau est à part. Donc le découpage n'est pas exactement par mot. En fait, le modèle de langage ne prédit pas ou ne donne pas en sortie un mot, mais il donne en sortie ce qu'on appelle des tokens. Donc ça peut être des bouts de mots. Le découpage n'est pas exactement par mot. Alors pour se rendre compte de ce que ça veut dire que d'être capable d'écrire, de comprendre la langue, mais en fait, comprendre la langue, visiblement, ça sous-tend de comprendre certains concepts. Si par exemple je mets une banane c'est jaune, une pomme c'est, il va me proposer une pomme c'est rouge, une poire c'est vert, alors c'est verte, pas génial, une orange c'est orange, mais il semble avoir compris le concept de couleur. Si maintenant je mets une banane, c'est un fruit, une pomme c'est, eh bien il va marquer une banane c'est un fruit, une pomme c'est un fruit, une carotte c'est un légume. Donc il a cette finesse du fait de son entraînement. Hein, parce que à nouveau, il y a des choses un peu magiques. On ne peut pas forcément anticiper que ça va aussi bien marcher, mais comprendre le langage semble imposer de comprendre certains concepts. Si on revient à notre modèle ici, vous avez compris que en fait, ce qui va se passer, c'est par exemple ici, Lula avait froid, c'était, et puis on va choisir, par exemple, de prendre toujours le mot le plus, la suite la plus fortement prédite. Donc on va dire qu'on va prendre l'hiver, et je vais reconstruire une nouvelle phrase que je complète. Lula avait froid, c'était l'hiver. Hop, je la passe à travers ma machine, et il va me dire comment compléter, et complète comme ça de bout en bout. Alors peut-être une chose que vous remarquez, si je retourne ici sur le playground, et que je lui dis, ok, je le déteste. C'est un sale quelque chose. On peut imaginer que par rapport à ces données d'entraînement, le modèle de langage devrait me sortir quelque chose, un propos injurieux ou insultant, et vous allez voir que, en fait, il veut pas. Donc, on n'a pas directement la sortie du modèle de langage, hein, vous voyez qu'il y a quelque chose par-dessus qui bloque certaines sorties. C'est ce qu'on appelle le fine-tuning, et c'est ce dont on va parler maintenant. Donc, les modèles de langage qui sont proposés par des grandes entreprises, ils ont forcément du fine-tuning, ne serait-ce que pour éviter les propos insultants, sexistes, racistes, etc. Mais il y a en plus d'autres formes de fine-tuning. Alors fine-tuning, comprenez ça comme du peaufinage, c'est-à-dire qu'on a notre modèle de langage, c'est un peu la fonction brute qui prend donc en entrée une phrase et qui en sortie me sort la suite possible de la phrase. Mais en fait, on va améliorer un peu tout ça. Donc ici, j'ai mon prompt. Donc prompt, souvent, ça va être plutôt une question qu'une phrase à compléter. Donc déjà, il va falloir un peu améliorer mon langage pour qu'il soit meilleur sur des prompts et pas seulement sur la complétion de texte. Et puis, il faut aussi l'améliorer, on peut l'améliorer en lui proposant quelques réponses toutes faites, écrites par des hommes pour les questions soit les plus complexes, soit les plus représentatives, voilà, les plus exemplaires peut-être. Donc on a déjà, au-dessus de notre modèle de langage, si vous voulez, on rajoute une couche d'entraînement, un deuxième niveau d'entraînement, pour avoir un modèle de langage amélioré. Par ailleurs, la sortie de ce langage amélioré, on a vu qu'il faut décider, quand on est dans un chatbot, on dit pas je choisis tel mot, ou on voit pas tout le spectre des possibilités, on voit pas tout le tableau des possibilités. Donc comment est-ce qu'on choisit un mot parmi tous ceux qui sont proposés par notre langage de modèle? Eh bien là, il y a aussi un choix qui est opéré au moment où on fabrique le chatbot, de dire par exemple, eh bien on prend au hasard un mot parmi ceux qui sont proposés, en pondérant par le pourcentage qui est donné par mon langage. Mais on pourrait dire, en mettant encore un petit peu plus quand même le mot le plus probable et un petit peu moins ceux qui sont moins probables. Enfin, on peut modifier un peu, on peut jouer un peu sur les probabilités. Ça nous donne une réponse qui est une réponse brute, déjà améliorée par rapport à juste le mécanisme qu'on a vu ensemble. Mais cette réponse brute, on va encore pouvoir la passer à travers un filtre un peu moral qui aura été défini par l'entreprise qui gère, qui fournit le LLM. Et pour ça, en fait, on va à nouveau utiliser une intelligence artificielle qui va à nouveau être entraînée. Cette fois-ci, elle peut être entraînée par des humains. Alors plutôt qu'écrire les réponses, parce que ça c'est très compliqué, ils peuvent classer les réponses ou bien noter les réponses. Ça va un peu plus vite. Donc ils reçoivent des réponses à des prompts et ils peuvent dire cette réponse-là elle est meilleure que telle autre, etc. Donc eux fabriquent un tableau de données. Vous vous rappelez, première phase, on récolte des données. Donc ils fabriquent ces données-là. On fait un grand tableau avec en entrée des prompts, en sortie des notes. On entraîne une intelligence artificielle à reproduire ce qu'ont fait les hommes.
et puis ensuite on peut lui donner des nouvelles réponses, des réponses qu'il n'a jamais vues, et à nouveau, magie de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine, ça va marcher sur ces nouvelles réponses, il va donner des notes qui sont pertinentes. Alors du coup, cette IA vérificatrice, si elle voit que la réponse est pas bonne, soit elle peut la renvoyer et dire propose-moi une autre réponse, ça va pas, ou bien elle peut dire, comme tout à l'heure, je peux pas répondre. En tout cas, en sortie, nous on ne verra qu'une réponse vérifiée qui respecte les règles morales fixées par l'entreprise qui fournit le langage de modèle. Quelques remarques. D'abord, évidemment, ces explications sont très simplifiées. Les choses sont beaucoup plus complexes, il y a beaucoup plus d'algorithmes là-dedans, beaucoup plus de choses très astucieuses, beaucoup plus de maths aussi, mais ça permet d'avoir en gros l'idée de comment ça fonctionne. L'autre chose, c'est qu'au départ, c'est seulement un modèle de langage, pas un modèle de connaissance. Donc c'est vraiment un modèle qui est prévu pour générer une suite de textes. Pour bien comprendre ça, je vous propose un exemple. Voilà, je vais marquer la distance entre Nyon et Blaye est. Alors ça, c'est quelque chose qu'il n'a probablement pas dans ses données d'entraînement. On peut imaginer qu'il n'a pas été entraîné spécifiquement à ça. Donc forcément, la réponse qui va sortir est vraiment basée sur le langage et sur ce que le modèle peut proposer. Et donc, quand je soumets, il me dit 1,037 km, par exemple. Alors, évidemment, c'est complètement idiot. Alors je peux refaire. Hop, je relance. Là, il me dit 1,1 km. Alors peut-être si je change un peu la température. Donc déjà, vous voyez qu'il ne met pas toujours la réponse. 605, ça c'est pas mal. Donc 583 km sur la route, ça c'est vraiment pas mal. Mais vous voyez qu'à chaque fois, il propose quelque chose de différent. Donc il va pas chercher dans une base de connaissances. Pour information, donc il est effectivement pas trop mauvais puisque, on va regarder en voiture, il nous disait donc 738 km, lui nous disait 583, c'est pas si mauvais. 6h17, ça c'est voilà, on est quand même dans un ordre de grandeur assez correct. Mais pour bien voir la différence, si je pose la même question à Wolfram Alpha, qui lui est un modèle de connaissance et qui donc va chercher des informations, lui va me dire que c'est 553 km à vol d'oiseau, et il aura fait un calcul en fonction des positions qu'il aura récupérées dans une base de données, il aura récupéré les positions GPS, il aura fait un calcul avec les géodésiques, etc., pour être capable de donner une réponse qui est de la forme connaissance et pas texte. Encore une chose sur laquelle je vais insister, c'est que le modèle de langage, vous avez bien compris qu'une fois qu'il est entraîné, il est fixe. Alors on peut faire plein de peaufinage dessus, ça peut modifier assez drastiquement les résultats, mais le modèle principal, il est fixe. On va pas le réentraîner à chaque fois. Quand on passe de GPT 3.5 à GPT 4, vous voyez qu'on en parle parce que c'est un nouveau modèle de langage qui a été entraîné dans le GPT, le P, c'est pour pre-trained. Donc il est pré-entraîné ce modèle. Donc à nouveau, après on peut faire par-dessus, on peut rajouter des couches, mais le modèle principal, il est fixé. Il n'est pas réentraîné à chaque jour ou à chaque réponse, par exemple, que nous on donnerait. Il ne faut pas l'imaginer comme ça, c'est vraiment une fonction, une fois qu'elle est construite, elle est là et puis elle reste. Dernière remarque, les progrès sont rapides, et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que plus un modèle va être gros, au sens que on a beaucoup de données et beaucoup de paramètres pour notre fonction, plus il va être performant. Sans savoir si vraiment il y a une limite à ça. Est-ce que on peut faire encore plus gros et donc encore plus performant? Est-ce qu'à un moment ça s'arrête, ça devient pas plus performant quand c'est plus gros? On sait pas.